parce que toute ta vie, pendant quasiment 6 mois, s'est organisée autour d'un truc qui est terminé, qui n'existe plus vraiment. Donc, je savais plus quoi faire de moi. Je me suis remise au travail, mais le soir, j'avais plus de colis à emballer, j'avais plus de dédicaces à faire. Je savais plus quoi faire de moi, donc j'étais un peu perdue. Donc, le moment pour se réajuster a été un peu bizarre. Ça se réapprend. Tu écoutes le Café des auteurs, le podcast qui t'aide à écrire ton roman et à trouver l'inspiration chaque lundi matin. Moi, c'est Ingrid Lemaire. Je suis auteure, créatrice de l'école j'écrisunroman.eu et passionnée de scénario, de psychologie et de fonctionnement du cerveau. Tu trouveras d'ailleurs dans les notes du podcast comment m'appeler au secours en cas de blocage. Et maintenant, installe-toi, c'est parti pour notre épisode. Hello collègues écrivains, quelle joie de reprendre le Café des auteurs après une trop longue période de pause. On démarre fort cette saison avec Tiffs qui a tout pulvérisé l'année dernière, il y a exactement un an d'ailleurs, au moment de sa campagne Ulule sur son roman Le Chant des Voiles, et j'avais très envie du coup d'en discuter avec elle pour qu'elle nous livre un petit peu ses petits secrets pour animer une campagne Ulule du tonnerre, mais aussi qu'on parle des aspects que tu n'attendrais peut-être pas autour de la campagne, comme tu as déjà dû l'entendre dans l'extrait de début d'épisode d'ailleurs. On parlera aussi d'organisation, de tous les points à ne pas oublier pour que la campagne fonctionne, et de la création d'une communauté. Est-ce que la communauté est indispensable pour créer une campagne ? Je te laisse donc avec notre épisode, et tu connais la chanson, tu trouveras tous les liens pour retrouver Tiffs et son livre Le Chant des Voiles, pas en édition collector si tu suis bien l'épisode, dans les notes du podcast. Bonne écoute! Et on est avec Tiffs pour son deuxième passage dans le Café des auteurs. Hello Tiffs, est-ce que tu peux du coup te représenter pour les auditeurs qui ne t'auraient pas entendu la première fois ? Avec plaisir. Donc, je suis Tips, je suis illustratrice principalement pour les couvertures de romans dans le milieu de l'édition. Et je suis aussi autrice. J'ai 4 romans à mon actif maintenant. J'ai Alunia, une saga qui est en 2 tomes, Elvira et Le Chant des Voiles qui vient juste de sortir. Et à propos du Chant des Voiles, on va parler de ce roman-là que tu as financé grâce à une campagne Ulule assez particulière, dirons-nous. Mais avant tout ça, le début du Chant des Voiles, c'était quoi ? J'ai cru comprendre que c'était un ancien projet. C'est un très vieux projet. Pour te dire, c'est la toute première histoire dont j'ai eu l'idée. À l'époque, donc j'étais quelque part au collège. Je me racontais des histoires pour m'endormir dans ma tête. Voilà. Ça a commencé comme ça, et quand je me suis vraiment mise à écrire pour de vrai, c'est pas cette histoire-là que j'ai écrite. Je l'ai laissée dans un coin parce que c'est une histoire de pirate. J'avais d'autres idées, vu que j'ai commencé avec Alunia, de la fantasy, tout ça. Donc c'était plus grandiose. Mais il se trouve que, entre-temps, le temps a passé, j'ai commencé mes études, j'ai arrêté d'écrire, sachant que j'avais commencé à écrire Alunia sur Skyblog quand j'étais au lycée. Les études supérieures sont arrivées, j'avais plus d'espace mental et plus de temps non plus pour écrire sur Internet, pour écrire tout court. J'ai laissé tomber, et quand mes études sont arrivées à leur terme, j'ai voulu me remettre à l'écriture, mais je me sentais plus du tout d'écrire de la fantaisie. Ça me paraissait trop. C'était insurmontable, donc je me suis dit, bon, on va prendre un projet facile. Et en fait, c'est Le Chant des Voiles qui s'est imposé, qui s'appelait pas du tout comme ça au départ, il s'appelait Une sombre histoire de pirate. Et du coup, à cette époque-là, c'était Skyblog, il n'y avait pas Wattpad, ça n'existait pas. Donc, je me suis créé un Skyblog. J'ai commencé à poster Le Chant des Voiles dessus, sachant qu'à la base, c'était censé être une nouvelle, une novella. Et j'avais prévu 5 chapitres, ouais. Ouais, c'était juste histoire vraiment de me dérouiller, de me remettre le pied à l'étrier pour ensuite repartir sur Alunia. Et il se trouve que elle a été super lue. J'avais beaucoup de lecteurs qui sont arrivés et qui m'ont dit, mais quand même, c'est vachement bête d'abandonner ça en 5 chapitres. Développe-le, on en veut plus. J'ai fait OK. Et c'est comme ça que Le Chant des Voiles a continué sur Skyblog pendant 5 ans. J'ai mis 5 ans à l'écrire. Ouais, le premier jet était très très long parce que je m'imposais pas de deadline. Donc en fait, quand je le sentais, j'ouvrais mon document. Et si j'avais la foi, j'écrivais 2 lignes. Et je pouvais passer 6 mois à écrire un chapitre. C'est vraiment une histoire qui a pris du temps à sortir. Ça, c'est le premier truc. Non, c'est clair, pas de pression, c'était bien. Et je trouve que ça se sent. La plume n'est pas du tout la même que sur Elvira, par exemple, où j'étais vachement plus pressée. Après, il y a de l'expérience qui entre en ligne de compte aussi, mais voilà, je sens qu'il y a moins de tics d'écriture, de mécanismes automatiques qui reviennent. Toujours est-il que j'ai fini Le Chant des Voiles, le premier jet, en 2015. Et après ça, je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'en fais ? J'ai essayé de l'envoyer à Hachette pour voir.
dans sa première version, premier jet, pas retravaillé, parce qu'à l'époque, je me posais aucune question, vraiment. Et en attendant la réponse d'Hachette, je suis allée poster les premiers chapitres sur Wattpad pour tester un nouveau lectorat. J'ai eu un refus d'Hachette qui m'ont dit quand même que c'était vachement bien et que si jamais j'avais un autre texte à leur envoyer à l'avenir, que j'hésite pas, quoi. Donc hyper cool, mais j'en avais pas. Donc j'ai dit tant pis, merci. J'ai commencé à poster sur Wattpad et en fait ça a fait la même chose que sur Skyblog, c'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de lecteurs. Vraiment beaucoup. Et en parallèle, j'avais reçu des conseils, donc j'avais déjà un peu retravaillé l'histoire. Et en 2017, j'ai été contactée par une agence littéraire qui s'appelait l'agence Célène, qui m'a proposé un contrat pour me représenter, mais pas seulement pour me représenter, ils voulaient aussi retravailler le texte avec moi. C'est le genre... En fait, il n'y a pas de normes chez les agents en France. Là, vraiment, eux, ils bossaient un peu comme, j'ai l'impression, que bossent les agents aux États-Unis, c'est-à-dire qu'ils signent un auteur, ils retravaillent le texte et ensuite ils le soumettent aux éditeurs. Tous les agents ne le font pas forcément, ça. Des échos que j'ai, il y a des agents qui prennent le texte et qui vont juste le présenter tel quel. Moi, j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur ces agents-là qui m'ont fait rebosser le chant des voiles, mais à un niveau dont j'aurais pas été capable toute seule. D'ailleurs, c'est eux qui m'ont fait changer le titre. Ils m'ont dit une sombre histoire de pirate, c'est bien sympa, mais ça fait un peu les petits paniers d'Yoplait. Oui, c'est pas faux. Je l'avais pioché au pif. Hein. Donc effectivement, il était pas ouf et je m'étais pas vraiment questionnée dessus parce que je m'en fichais un petit peu. Donc on a tout retravaillé. Ils l'ont représenté à quelques éditeurs, mais en fait, cette agence a arrêté son activité avant que quoi que ce soit ait pu aboutir, malheureusement. Donc je me suis retrouvée avec mon texte tout retravaillé, tout beau. Bon, qu'est-ce que je fais maintenant ? Rien. Je l'ai remis sur Wattpad en me disant que de toute façon, c'était plus lui, mon projet maintenant. J'étais en train de travailler sur Alunia en parallèle. Donc en fait, je vais le remettre sur Wattpad. Je vais le réécrire. Je vais continuer à le réécrire, à le corriger à partir à partir des conseils que m'avaient donnés les agents. Ils étaient deux. Et voilà. Et je l'ai posté tel quel. Et puis voilà. Sauf qu'un jour, quelqu'un a copié-collé l'intégralité des chapitres postés, donc il y en avait 10. Voilà. Et les a postés sur son propre compte. En les faisant passer pour les siens, elle a changé les prénoms. Donc Lucas, l'héroïne, elle l'a appelé Carole. Et Axel, ouais. Attends. Axel, elle l'a appelé Ruggero. L'Endeavour, le bateau, s'est appelé le Freedom ou le Liberté, selon le truc. Et voilà. Et elle avait changé deux, trois phrases de manière complètement aléatoire. Donc on me l'avait signalé, donc je l'ai signalé à Wattpad, qui l'a mis hors ligne, qui a supprimé le truc. Et en fait, moi, ça m'a tellement saoulée, je me suis dit que j'étais trop vieille pour ces conneries, clairement. Je laisse pas autant d'années de ma vie en libre accès sur Internet pour qu'on me le vole et qu'on s'en attribue le mérite. Donc je me suis dit que j'allais le protéger de la manière dont je savais le mieux faire, en le publiant. Parce que, une fois qu'il serait sorti en livre, avec le dépôt légal, on ne pourrait plus rien faire. Enfin, on pourrait toujours essayer de me le voler, mais pour le coup, il y aurait une preuve de l'antériorité du truc. Donc je l'ai retiré de Wattpad et j'ai dit voilà, je disparais un petit moment, le temps de réfléchir quoi faire, comment, et j'ai commencé à organiser ma campagne Ulule. Voilà. Et c'est comme ça qu'on est arrivé en septembre 2023 avec le lancement de la campagne Ulule, justement. Et donc cette campagne Ulule a eu pas mal de succès, mais avant ce jour le J où tu as appuyé sur Let's Go, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu as préparé ça ? Il y avait quand même beaucoup d'options, de différents paliers, tout ça. Et peut-être, combien de temps, par exemple, ça t'a pris de préparer la campagne ? Alors, la planification pure et dure m'a pas pris tant de temps que ça, parce que j'ai de la chance, j'avais déjà fait une campagne Ulule il y a quelques années, en 2019, pour mon sketchbook, à l'époque. Et j'avais déjà tout un squelette de comment m'organiser, donc je savais plus ou moins combien demander en fonction des paliers. Donc tout ce que j'ai eu à faire, c'est de réfléchir à quel livre je voulais. Donc, je savais que je voulais une édition collector, donc je voulais qu'elle soit reliée, qu'il y ait au moins du vernis sélectif dessus. C'était tout. Voilà. Ensuite, je me suis fixée, ok, alors on peut avoir des paliers avec de la dorure. En fait, j'ai échelonné, j'ai fait une échelle de valeur, en gros, de priorité. Voilà, une échelle de priorité sur ce que je voulais ajouter au livre en premier lieu. Donc en premier lieu, je voulais de la dorure. C'était le plus important pour moi, passer du vernis sélectif à la dorure. Après, je voulais des pages de garde en couleur. Je ne voulais pas des pages de garde blanches.
Je voulais un signet. Enfin voilà, j'ai réfléchi à chaque étape d'embellissement du livre et j'ai regardé selon le budget, parce que sur Ulule, il ne faut pas demander trop d'argent d'un coup, sinon le but est difficile à atteindre. Et ça fait peur aux gens. Et de toute façon, Ulule nous dit que si on demande trop d'argent, on risque de se foirer. Il vaut mieux demander moins. Donc, je me suis basée là-dessus. Je dis, OK, si je demande, je crois que j'ai demandé 3500 sur la campagne. Il me semble que c'est ce que je demandais de base, un truc comme ça, ou 4000 peut-être. Je ne sais plus. Donc, en me basant là-dessus, combien de livres je peux espérer vendre si je le mets à tel prix? J'ai fait un calcul un peu au doigt mouillé. Voilà, j'ai fait comme j'ai pu. Et j'ai demandé mes devis, en disant voilà, pour 500 exemplaires, pour 800, je crois que j'ai demandé pour 500, pour 800 et pour 1500. J'avais même pas demandé au-delà. Et du coup, voilà, j'ai demandé mes devis là-dessus, et en fait, à chaque fois, avec les embellissements. Donc pour 500, avec de la dorure, puis avec du machin, puis avec du jaspage, etc. Et c'est là-dessus que j'ai basé mes paliers, en faisant en sorte d'avoir toujours une marge de sécurité d'à peu près 20% pour les éventuels soucis, les surcoûts que ça pourrait entraîner, parce que le prix du papier augmente de manière un peu aléatoire. Donc voilà, il y avait plein de petits coûts un peu cachés qui auraient pu me piéger. Donc j'ai fait en sorte de les amortir comme ça. Donc ça a dû me prendre, on va dire, 3 grosses soirées de travail, de calcul. Après, une fois que j'ai défini mes paliers, combien j'avais besoin, à combien je fixais mes paliers et ce que j'y mettais, il a fallu créer toutes les contreparties. Vu que c'est moi qui ai tout fait, y compris les dessins, je ne pouvais pas lancer des commandes auprès d'autres illustrateurs. Là, c'était vraiment que moi. Ça t'a pris beaucoup de temps de réaliser tes contreparties? Ouais. En fait, mon planning a explosé. Je m'étais fait un super planning hyper carré. L'an dernier, pendant tout le mois de juillet, je devais retravailler le texte. Et ensuite, en août, je devais faire, je crois, la moitié de mes contreparties. L'autre moitié courant septembre. Sachant que la campagne a été lancée le 25, je crois, 25 septembre. Et que je savais qu'une fois que la campagne serait lancée, j'aurais plus d'espace mental pour m'en occuper parce que mon esprit serait complètement accaparé par la jauge, les contreparties, la communication à faire, tout ça. Je savais que j'aurais plus de temps. Bon, il se trouve que j'ai fini mes dernières contreparties en janvier. C'est vrai qu'il y a eu un petit delta et je pense qu'on va vite voir pourquoi. Donc, plot twist, cette campagne Ulule ne t'a pas permis de vendre 1000 exemplaires, mais plus de 1600. Ouais. Je sais pas si tu as le chiffre exact. J'en ai vendu 1650, exactement. 1650. Ouais. Et du coup, clairement, c'était une dimension peut-être à laquelle tu t'attendais pas, je pense. Et ma question, c'était qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de te lancer dans cette campagne? Je suis pas sûre que j'aurais aimé savoir quelque chose en particulier. À part que j'aurais aimé savoir que j'allais atteindre ce niveau-là, en fait. Voilà, si j'avais su que j'aurais atteint un tel niveau de commande, je me serais organisée autrement. J'aurais fait moins de dédicaces, j'aurais pas mis de dédicaces en fait dans les contreparties, ça serait allé vachement plus vite, et je serais peut-être sûrement passée par une entreprise de logistique qui s'occupe en fait de recevoir toutes les contreparties, de les emballer, de les expédier. Moi, une fois que tout était parti à l'impression, comme ça, j'aurais plus à m'en soucier, et en février, j'aurais été tranquille en fait. C'est vrai que c'est dur à dire parce qu'avec un nombre, ceux que tu avais toi en tête, du 800, du 1000, bon, ça aurait été costaud mais envisageable. Et c'est vrai que là, tu as beaucoup communiqué sur le fait que niveau logistique, ça fait des montants qui commencent à être compliqués à gérer, quoi. Ouais, on se rend pas compte, hein. On se dit qu'on peut gérer tranquille, mais en fait, quand on a 1600 colis à envoyer, on n'envoie pas le bout. Le premier millier est extrêmement dur à passer. Et puis, en plus, il a fallu tout faire, tu sais, tout morceler. C'est-à-dire que j'ai reçu chaque contrepartie individuellement. J'ai commandé les marque-pages, j'ai reçu les marque-pages. Après, j'ai reçu les posters, j'ai reçu les pins. Et tout ça, il a fallu les mettre dans les enveloppes des packs. Donc, avec ma sœur, qui est venue à la maison plusieurs fois, mais merci à elle, on a tout étalé par terre. Et on a tout mis dans les enveloppes. Et en comptant, alors il y a combien de packs de ça? Il y a combien de packs de ça? Et en espérant ne pas se tromper, parce que sur une telle quantité, la marge d'erreur est proportionnellement plus grande. Et pareil, il a fallu plier les posters. Et là encore, c'est des copines qui sont venues à la maison m'aider à les plier, parce que 1650 posters à plier, et à plier en 4 ou à plier en 2, c'est infini. Ouais. C'est infini. Et après ça, il faut dédicacer chaque livre un par un, emballer chaque livre individuellement un par un,
mettre l'enveloppe des contreparties, l'emballer dans son truc, imprimer l'étiquette Mondial Relais, vérifier qu'elle correspond bien à à la commande et tout. On en fait 400 et on se dit, je suis même pas au quart. Ouais. C'est clair. C'est monstrueux. Du point de vue du timing, du coup, ta campagne, elle a été lancée fin septembre. Elle a duré Ouais. combien de temps? Elle a duré un mois, quasiment. Un Elle a mois? duré, ouais, elle a duré 30 jours, je crois. Je l'ai fait finir un peu plus d'un mois. Je l'ai fait finir le 30 octobre. Et est-ce que c'est commun? Je trouve ça assez long, mais après, je fais pas forcément très attention. Je crois qu'avec Ulule, on peut faire des campagnes jusqu'à 90 jours. Ouh, C'est hyper long. c'est long quand Euh, même. ouais, c'est très long. Ils préconisent, eux, de faire des campagnes entre 2 semaines et un mois. Voilà, Oui. moi je voulais vraiment que ça soit un mois pour qu'en fait ça englobe 2 périodes de salaire. On tombe Hmm. sur la fin du mois de septembre et la fin du mois d'octobre. Selon quand tombent les salaires des gens, ça permettait peut-être à plus de gens de participer en fonction de leur budget. Et ça laisse plus de temps aussi à la campagne pour être connue. Et Hmm. donc ça attire plus de lecteurs potentiels. J'aurais pu la faire sur 2 semaines, mais je ne sais pas quelle retombée ça aurait eu par rapport à ce que j'ai eu maintenant en fait. C'est vrai que c'est un équilibre à avoir parce que d'un côté, c'est extrêmement, comme tu le disais, chronophage en termes de communication et tout, parce que tu dois l'animer cette campagne au quotidien presque. Je me souviens de ta présence sur les réseaux presque au quotidien, quoi, je pense. Ah oui, oui, j'étais là tout le temps, chaque heure. Et j'avais des gens, j'ai des lectrices qui se sont organisées en conversation commune, qui vérifiaient plusieurs fois par jour où on était dans le pourcentage pour faire des prédictions pour savoir quand on passerait les paliers. Ah oui. Ouais, ouais, j'ai pas été la seule à être obsédée par cette jauge, mais c'est vrai que je crois que la première semaine, j'ai pas réussi à travailler parce que j'avais les yeux rivés dessus. Ça c'est monté tellement vite. C'est fou parce qu'effectivement, c'est pas forcément quelque chose auquel on s'attend. Et là, je pense vraiment, alors effectivement, toi, tu as eu un succès particulier avec cette campagne, mais avec un succès un peu moindre, on va dire, mais juste de dire que la jauge va nous obséder, je pense que c'est vrai, et ce, tout le long de la campagne, et qu'il faut un mental d'acier pour essayer de faire des trucs en même temps, quoi. Ouais, alors il faut un mental d'acier, il faut surtout être bien entouré. Je Mm. sais que pour ma toute première campagne Ulule, j'ai récolté 11 fois moins d'argent. J'avais récolté dans les 8 000 euros, je crois, un truc comme ça, ce qui est déjà vachement bien. C'est Ça m'a déjà très permis de bien. faire Mm. imprimer, ça m'avait permis de faire imprimer 500 livres. Donc c'était hyper cool, mais je me rappelle tous les jours, je regardais mes mails, je regardais la jauge. J'ai pas eu un seul jour sans contribution, mais il y a des jours où j'en avais qu'une seule. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de la guetter. Genre, est-ce qu'aujourd'hui, ça va être un jour sans contribution? C'était terrible. J'étais accrochée à mon téléphone, à regarder mes mails, à les actualiser tout le temps. Quelle angoisse. C'est dur parce que en même temps, ça aide à communiquer aussi. Enfin, c'est un peu un cercle vicieux où tu vas regarder la jauge, communiquer et te dire que si tu le fais pas, il y aura moins de monde et tout ça, je pense. C'est ça, il y a ça, et il y a le risque aussi de se laisser gagner un peu par la peur et la déception. Quand on voit que sa campagne, enfin, moi ça m'est pas arrivé, j'avoue, mais je l'ai vu faire pour d'autres campagnes. Mais quand on voit qu'on est aux 3 quarts de la campagne et qu'on a à peine atteint 50%, Mm. c'est dur en fait d'avoir une communication positive qui donne envie aux gens de venir parce que le livre est trop bien et pas de tourner ça en pitié, genre allez s'il vous plaît, financez mon projet, sinon tout tombe à l'eau. Ça devient très dur. Et en fait, quand on a ce genre de communication là, basée sur la pitié, les gens ne participent pas, hein. Mm. J'en vois beaucoup sur TikTok pourtant, mais Ouais, ouais. effectivement, je suis d'accord avec toi. Pour moi, le mieux, ça reste quand même de susciter plutôt une émotion à base de joie et d'être enthousiaste sur ses projets, quoi. Et c'est vrai que c'est peut-être pas l'idéal non plus. Et même quand ça se passe bien, je pense qu'il y a quand même un stress et tout qu'on ressent, quoi, chez la personne. Donc, à mon avis, en termes de requis pour lancer sa campagne, il y a être bien entouré, comme tu le dis, puis résister un peu au stress que ça peut donner, quoi. Ouais, alors résister au stress, oui et non. Je pense qu'à partir du moment vraiment où tu es bien entouré, tu peux stresser tout ce que tu veux. En fait, Faut il le faut que gérer. tu aies des gens autour de toi qui soient capables de te dire communique pas comme ça, meuf. T'es en train de te tirer une balle dans le pied. Et Mm. quitte à ce qu'on te file un coup de main pour repartir dans la bonne direction et qu'on t'écoute et qu'on calme tes angoisses. Parce qu'au final, une campagne Ulule, euh, on peut la compléter nous-mêmes. Il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés à compléter les 500 euros qui manquaient pour atteindre leur objectif. C'est pas une honte. Mm, mm. C'est pas une honte parce que ça fait que 500 euros qu'on aura mis de notre poche à la place des 4000 qu'on aura demandé. C'est clair, puis je trouve que ça rend justice un peu aux personnes qui ont soutenu et cru dans le projet, quoi. Bien Bon, sûr. après, selon le budget qu'on a, mais je suis d'accord avec toi, complètement.
Voilà, donc pour moi, c'est le plus important, c'est vraiment de s'entourer de gens qui peuvent garder la tête froide à sa place. Et du coup, ma question pour toi, parce que effectivement, cette campagne a très bien fonctionné, et je pense qu'elle a aussi bénéficié à partir d'un certain moment, même d'un effet, elle était visible, il me semble bien sur Ulule, parce que plus ça marche, plus c'est mis en avant, etc. Ouais. Je sais pas si tu as d'ailleurs même une idée de, de si, par exemple, à partir de quand elle a été mise en avant, si ça t'a ramené plus de monde ou... Alors non, elle a pas. Alors, je sais que j'ai été mise en avant sur 2 newsletters. Ouais. Ça n'a pas eu des masses d'impact. Ah ouais. Il y en a eu un petit peu, mais ça a vraiment fait boule de neige via mes TikTok. J'ai des TikTok qui ont très bien marché. Et en fait, ça a fait un effet boule de neige qui a été amplifié par les salons. J'ai un souvenir à la fois flou et très précis des Aliénales l'an dernier, où j'étais pour la première fois. Les pauvres libraires ne savaient pas qui j'étais, parce que j'avais que des livres aux éditions Plume Blanche, et je mets que avec des gros guillemets, mais parce qu'en fait, les éditions Plume Blanche n'ayant pas de livre distri, les libraires ne les connaissent pas forcément. Du coup, ils m'ont vu arriver, petite meuf avec ses petits livres, tout ça. Et en fait, j'ai eu du monde toute la journée, parce que c'était en plein milieu de la campagne Ulule. On était à ça de passer le jaspage, donc le sacro-saint panier que tout le monde attendait. J'ai eu une file d'attente monstrueuse, j'ai pas décollé mes fesses de la chaise de la journée, à part pour aller manger. Mais j'ai eu une file d'attente monstrueuse, et en fait, il y a des gens qui venaient me voir parce qu'ils avaient suivi mon Ulule, ils avaient contribué, ils voulaient découvrir mes autres livres. Il y en a d'autres qui venaient, qui me connaissaient d'Alunia et qui ont fait ma pub à des gens qui attendaient dans les files à côté, en disant mais regardez, je vous montre la page et tout. Enfin, j'entendais autour de moi, alors que je dédicaçais pour des gens, j'entendais les gens montrer sur leur téléphone la page Ulule en disant regardez, dans 200 €, on est au jaspage et tout, machin. Et je crois même qu'on a passé le jaspage le soir même, il me semble. Enfin, c'était n'importe quoi. Et en fait, il y a eu des énormes effets boule de neige comme ça. C'était fou. C'est Et à partir énorme. du moment, ouais. Et en fait, à partir du moment où on a passé le palier du jaspage, qui est un peu le Pokémon Shiny de TikTok, de BookTok et de Bookstagram, hein. À partir du moment où on l'a passé, là, tous les jours, on passait un palier, quasiment. Et on sait pas forcément, c'était TikTok, du coup c'était le côté visuel, tu penses? Parce que c'était, je me souviens effectivement qu'après le jaspage, ça a continué, même encore plus vite. Ouais, mais en fait, je pense que, alors, TikTok a contribué à arriver au jaspage aussi vite. Le reste s'est entraîné tout seul. Parce que tous les gens qui avaient repéré la campagne avant, il y en avait une bonne partie qui devait attendre de voir ce qui était débloqué. Et le jaspage était, comme je disais, le Pokémon Shiny, tout le monde l'attendait une fois qu'il a été débloqué. Allez, c'est bon, on est sûr qu'il y est, on y va. Ah, effectivement. Ah, du coup, on peut placer un peu nos paliers stratégiquement aussi en fonction de ça, en se disant, Ouais. ah, à partir de celui-là, ah ouais, intéressant, j'avais pas C'est pensé. pour ça que je l'ai fait. C'est pour ça que je l'ai fait. Et en fait, tu organises ta communication autour de ça aussi. Il y a une grosse part de planification, mais il y a aussi une certaine part de spontanéité dans la communication autour d'une campagne Ulule, je trouve. C'est que j'avais prévu des jeux, des machins pour animer un petit peu et le faire en sorte que les gens ne m'oublient pas, parce qu'en 3 jours, ça peut aller très vite, l'air de rien. Ouais. Et pour le jaspage, je me suis dit, tiens, tu sais quoi, on va faire un jeu. C'est si on atteint, quand on aura atteint tel pourcentage, je révèle le jaspage en avance. Mais je ne l'avais pas révélé avant qu'on atteigne tel truc. Et en fait, à partir du moment où il a été révélé, déjà, ça donnait un sursaut de trucs. Ça commençait un peu à stagner la campagne à ce moment-là. Ça donnait un petit sursaut. Et en fait, il a fallu 2 jours, je crois, pour passer le palier. Et ensuite, voilà. C'est vrai que on a plein de leviers de communication différents et je pense qu'effectivement, on va tout concentrer sur cette campagne et se servir des différents paliers. Et comme tu dis, enfin, ça me fait penser en auto-édition, il y a vraiment l'étape du cover reveal où on révèle la couverture. Mais dans une campagne Ulule, tu peux faire ça avec un petit peu tous les éléments. Enfin, en tout cas, tu peux le faire plusieurs fois pour attiser la curiosité aussi, quoi. C'est exactement ça. Et à la fois, il faut le faire régulièrement pour attiser la curiosité, mais pas trop souvent pour pas lasser les gens. Il faut que les gens voient en amont ce qu'ils vont avoir. Ouais. Par exemple, dévoiler la couverture au cours de la campagne Ulule, je trouve ça dangereux. Ça peut être intéressant, mais c'est dangereux parce que la couverture est quand même un déclencheur de vente assez important. Pour moi, la couverture dans une campagne Ulule, ça se révèle avant. Ouais. Peut-être 2 semaines avant, par exemple. Quand tu fais le décompte de ta campagne, tu fais le cover reveal. Et là, tu peux être sûr qu'il y a des gens qui vont être au taquet. Faut pas la faire trop tôt, sinon les gens vont oublier. Mais 1 semaine, 2 semaines avant, ça me paraît pas déconnant.
Et après, tu commences à montrer les finitions, tu montres le résumé, tu donnes les thèmes. Et après, la campagne se lance. Et là, tu peux révéler, je sais pas, la moitié de tes goodies, par exemple. Enfin, des goodies des paliers, pas des goodies qui sont dans les packs. Parce que dans les packs, les gens doivent voir ce qu'ils vont acheter. Oui, effectivement. Et du coup, par rapport à tout ça, si je te dis, moi j'ai pas beaucoup d'abonnés, il y a des personnes qui me suivent, qui me disent, moi j'ai 50 abonnés, j'en ai 100, personne connaîtra ma campagne Ulule, qu'est-ce que tu répondrais? Alors, c'est pas faux, mais c'est pas totalement vrai non plus. Voilà. Pour lancer une campagne Ulule, il faut un minimum de communauté derrière nous. C'est-à-dire qu'il faut ramener des gens à soi. Dans les conseils qu'ils donnent sur Ulule, il y a ce truc de ramener votre cercle de proches. Donc, si vous n'avez pas de communauté, vous pouvez aller demander à vos parents, à vos frères et sœurs, à vos oncles et tantes, à vos amis proches, etc., de faire décoller, genre, s'il vous plaît, participez, prenez mon livre le premier jour. Et en fait, il y a un algorithme aussi sur Ulule. Ce qui fait que plus tu as de commandes en journée, plus tu vas monter dans les classements et plus tu vas être visible sur la page. Voilà. Donc, si tu as un projet avec une toute petite communauté, il faut que toute cette communauté participe dès le début. Comme ça, ton projet est propulsé sur le haut de la page, en fait, Ulule, et tu as plus de chances d'être découvert par les gens qui vont sur Ulule. Il y a beaucoup de gens, l'air de rien, beaucoup de lecteurs qui vont sur Ulule dans la catégorie édition pour regarder ce qui se fait. Et mieux tu es placé, mieux tu as bossé tes visuels et ta communication, plus ta page est attractive, plus tu as de chances d'attirer des nouveaux lecteurs. Il y a beaucoup de livres sur lesquels j'ai participé dont je ne connaissais pas les auteurs avant. Et c'est l'avantage d'Ulule, c'est qu'ils te ramènent aussi leur plateforme, leur visibilité à eux, leur communauté. Et c'est pas le nombre de followers qui va décider du succès de ta campagne. C'est toi, l'investissement que tu vas y mettre sur un truc, mais sur un point débile, mais sur les visuels. Voilà. Il faut que ta couverture soit jolie, il faut que tes montages soient beaux, il faut que ta page soit belle, parce que aujourd'hui, une page Ulule juste écrit en noir et blanc, enfin en noir sur blanc avec 2-3 photos, c'est clair et précis, hein, mais ça fait pas rêver. Enfin, plus autant qu'avant. Maintenant, on veut beaucoup plus que ça. Puis on a l'habitude de plus que ça. Voilà, on a l'habitude de plus que ça. Donc, si tu maîtrises pas Photoshop, si tu maîtrises pas... même sur Canva, tu peux faire des trucs chouettes. Si tu maîtrises pas ça, c'est plus compliqué, selon moi, de faire en sorte que ton Ulule marche que si tu as une petite communauté. Je suis d'accord avec toi, et en plus, je trouve que c'est des conseils qui marchent pour plusieurs choses en auto-édition hors campagne Ulule. Et typiquement, pour ma part, publier le cover reveal, ça a boosté un peu, parce que comme tu dis, le visuel, ça fait beaucoup de choses en fait. Déjà, ça montre que t'en prends soin, ça montre que tu arrives à donner de ton ambiance et tout ce que tu veux mettre. Et effectivement, je pense que c'est aussi un des atouts majeurs que toi, t'avais pour cette campagne-là, c'est que les visuels étaient magnifiques, ça donnait envie. Ah, mais j'y ai passé des heures, et je sais pas si tu as traîné un peu sur Ulule depuis, mais j'ai vu au moins 2 campagnes qui avaient repris ce que moi j'avais fait pour leur propre livre. Ah ouais? Ah non, j'ai vu. Ah putain. J'ai essayé de pas être trop parano, hein, mais je suis tombée sur le tome 3 d'une saga. La page était quasiment copié-collé sur la même. Je suis là, ok, chelou, je suis allée voir. Ça se trouve, c'était sur les mêmes thèmes. On sait pas, tu vois. J'ai pas l'exclusivité de tout ce qui est vieux parchemin et bois, tu vois. C'est vrai. Je suis allée voir par curiosité ces tomes 1 et 2, les visuels de la page n'étaient pas du tout pareils, dis donc. Et j'en ai vu au moins 2 des pages comme ça. Je suis là, bon, écoute, on va accepter, hein, c'est pas grave. On sait tous d'où ça vient. Ça marche pour une fois, enfin ça marche pour le visuel là, mais bon, si la personne elle est nulle pour faire les autres visuels, bon. Après, les pages rendent bien. Ouais. Les pages rendent vraiment bien parce que c'est bien fait malgré tout. C'est juste que y a peut-être autre chose à foutre que de copier ce que j'avais fait, mais c'est pas grave. Ça, c'est un autre débat. On est d'accord. Et puis ça reboucle un peu la boucle avec la raison pour laquelle tu avais lancé le projet. Ouais. Oui, mais c'est bête, hein. Enfin, t'as dû le voir aussi sur les réseaux sociaux, mais dès que t'as une idée un peu originale de communication, c'est repris partout. Hein. Ouais, c'est clair. Alors il y a des côtés un peu tendance qui peuvent être sympas et qu'on aime bien profiter aussi, mais je suis d'accord avec toi que bon, de temps en temps, c'est un peu moins sympa. Des fois, t'as envie de demander aux gens de faire un petit peu d'effort. La base, il n'y a pas de souci, mais je sais pas, ajoute ta patte à un moment donné. On est d'accord.
On a évoqué beaucoup de choses sur les campagnes Ulule. Merci vraiment pour ça, pour aussi la transparence, parce que il y a quelque chose du coup sur lequel tu as pas forcément communiqué pendant et juste après, parce que juste après tu étais dans le feu des envois pendant assez longtemps. Mais du coup, ton après campagne Ulule, comment ça s'est passé? Alors, à quel niveau? Alors, au niveau que tu as pu partager un peu sur les réseaux, où tu disais que bon, c'est pas forcément facile de terminer cette campagne-là qui t'avait un peu vidé. Ouais, alors l'après-campagne Ulule est très particulier, parce que déjà, quand la campagne se termine en elle-même, tu fais une sieste de 5000 ans, parce que tu as toute la pression qui retombe. Mais, alors, c'est mon cas, ça allait aussi pour beaucoup de gens. Je sais qu'il y a des gens qui laissent un certain délai entre la fin de la campagne pour finir leur truc. Moi, j'avais déjà quasiment tout fini. Donc, en fait, dès que la campagne s'est terminée, j'ai eu les sous de Ulule, j'ai tout envoyé, tout ce que j'avais à l'impression. Donc, le travail ne s'est pas arrêté. Mais par contre, je commençais à recevoir pas mal de messages et j'ai dû y répondre, être constamment disponible, etc. Ce qui fait qu'une fois que j'ai enfin pu terminer les envois, enfin, je dis que je les ai terminés, mais c'est faux. Il m'en reste 4 à faire. Les gens m'ont jamais répondu. J'ai essayé de les appeler. Il n'y a personne. Donc je garde les livres, mais peut-être que je ne sais pas. Bref, je considère que les envois sont terminés. Et une fois que c'est terminé, il y a un grand vide. Parce que toute ta vie, pendant quasiment 6 mois, s'est organisée autour d'un truc qui est terminé, qui n'existe plus vraiment. Donc je ne savais plus quoi faire de moi. Je me suis remise au travail. Ça, c'est bon. Mais le soir, j'avais plus de colis à emballer, j'avais plus de dédicaces à faire. Je savais plus quoi faire de moi, donc j'étais un peu perdue. Donc le moment pour se réajuster a été un peu bizarre. Ça se réapprend, c'est pas grave. Comme après une grosse période au boulot, tu réapprends à faire ton taf. C'est dans la vie perso, ça c'est pareil. Mais le plus dur, ça a été de se rendre compte à quel point on a tiré sur la corde pendant des mois pour tenir les délais, pour informer les gens constamment, pour répondre 1 500 000 fois à la même question, parce que les gens n'ont pas lu, n'ont pas fait l'effort de lire ou ne savent pas lire, je sais pas, qui eux ont une inquiétude. Mais moi, j'en ai 50 comme eux qui ont la même inquiétude, donc je réponds 50 fois la même chose, qui ont flippé, parce que quand j'ai envoyé les colis Mondial Relais, ils m'ont dit « Je crois qu'il y a un problème, il a été envoyé à tel endroit en Charente-Maritime, mais j'habite pas du tout là !» Oui, non, vous inquiétez pas, c'est vous qui avez rempli l'adresse de votre point relais, donc il va arriver chez vous. Vous inquiétez pas, ce n'est pas parti en Charente-Maritime. Si, je vous assure que c'est ce qui est marqué. Non, je vous assure que non, parce qu'en fait, le point d'où il a été envoyé, là, en Charente-Maritime, c'est là où j'habite moi. C'est là où moi je l'ai posé, donc je vous jure qu'il y reviendra pas. Ah mince, pardon, j'ai paniqué. Je comprends, c'est le genre de panique que j'aurais pu avoir. Mais c'est vrai que se retrouver de l'autre côté, à recevoir les demandes j'ai 1660 contributeurs. Donc à recevoir les inquiétudes cristallisées de 1600 personnes, j'étais pas préparée à ça. Ça m'a usé les nerfs. J'ai délégué un petit peu. D'un moment, j'ai quelqu'un qui m'a aidé à répondre aux mails parce que j'en pouvais plus. Et les demandes ne sont pas toujours demandées de la manière la plus sympa du monde non plus. À un moment donné, c'était devenu carrément une angoisse d'aller sur les réseaux ou d'ouvrir ma boîte mail parce que je me demandais quel allait encore être le souci, à qui j'allais encore devoir redire un truc qui était dans la news que j'ai posté hier. Comme ça. Et en fait, j'en devenais aigrie un petit peu, tellement j'étais fatiguée. Ça te demande d'être constamment disponible. Et ça, on n'est pas programmé pour ça. Je sais plus qui j'ai vu en parler récemment sur les réseaux, je crois que c'est Baptiste Beaulieu. Je sais plus, quelqu'un en a parlé, du fait que avant, quand on n'avait pas les réseaux sociaux, qu'on n'avait pas Internet, si on ressortait de chez nous et qu'on allait faire une randonnée de 3 heures ou qu'on allait jouer avec des copains ou des trucs comme ça, on n'était pas disponible, les gens s'inquiétaient pas. Maintenant, si tu ne réponds pas à un message dans l'heure, on va se demander où tu es, franchement, tu pourrais te connecter, tu snobs les gens, etc. Et en fait, on n'est vraiment pas génétiquement programmé pour avoir ce degré de disponibilité et d'attention constante. Ça ferait péter un câble à n'importe qui. Et moi, ça m'a fait péter un câble, clairement. C'est, sur une période aussi longue, j'ai en plus fait... Ces gens n'y sont pour rien. Parce que voilà, encore une fois, eux, ils sont tout seuls face à moi. Et ils ne se rendent pas forcément compte que moi, je suis seule face à 1500, face à 1600. Quoi. Donc il y a ça à garder. Il y a ça à garder en tête. J'essayé de leur expliquer, mais bon, c'est plus facile à dire qu'à imaginer.
Non, Et c'est ça, clair. c'était vraiment, vraiment difficile. Et le plus difficile, au final, a été après, quand le livre est sorti et que les gens ont découvert son existence, les autres gens. Mm. Parce que là, tous les jours, je reçois des demandes pour savoir si c'est pas possible de m'en commander un sous le manteau, l'air de rien, parce que ma femme en rêve, ma sœur en rêve, ma fille en rêve. Je rêve absolument de l'avoir, il me le faut absolument. Non, non, non. Ouais, Ah, alors c'est j'avais ça vu que t'en qui parlais est- sur les réseaux, mais j'imaginais pas à ce point. c'est constant, c'est constant. Avec le repos maintenant, je vais mieux, donc je flippe moins quand je vois que je reçois des messages. Mais en fait, j'ignore ce genre de demande, sinon je deviens désagréable et c'est pas le but parce que ça reste quand même une belle aventure. Ces gens n'y sont pour rien, je comprends qu'ils tentent, hein, j'aurais peut-être tenté aussi. Moi, je suis arrivée à un genre de saturation nerveuse. Donc, je préfère couper, prendre du recul, plutôt que risquer d'entacher quelque chose qui est à la base hyper sympa et positif. Nous, on parle de cette campagne qui a donc été un grand succès, mais qui, du coup, a aussi été un tremplin et t'a permis de trouver une deuxième vie pour le roman, d'autres vies. Est-ce que tu peux, D'autres du coup, vies, nous ouais. en parler? Ouais, bah alors, que te dire Alors, j'ai eu du bol, enfin j'ai eu du bol, c'était calculé, on va pas se mentir. J'ai attendu que plusieurs de mes romans soient sortis avant de lancer le Chant des Voiles en auto-édition, parce que je voulais ramener mes lecteurs et mettre toutes les chances de mon côté, ce qui fait que j'ai pu faire signer le Chant des Voiles en audio, les doigts dans le pif. Voilà, j'ai demandé à mon éditrice, donc chez Plume Blanche, qui avait fait signer les deux Alunia et Elvira en audio, le contact d'Audible, et en fait ils ont pris le Chant des Voiles comme ça. Ils l'ont pas lu, ils ont fait ouais, ok, on prend. Parce que mes autres bouquins en audio se vendent bien, donc ils l'ont pris. Donc ça déjà c'est génial. Ouais. Et en voyant le succès de la campagne, ils se sont doublement pas posé de questions. Après ça, mon éditrice chez Plume Blanche m'avait demandé à le lire. Donc j'étais un peu réticente, ce qui est la raison pour laquelle j'avais indiqué sur la campagne que c'était pas sûr. Parce que déjà, j'étais pas sûre que ce soit assez imaginaire pour sa ligne édito. Et de toute façon, dans l'état d'esprit dans lequel j'étais à ce moment-là, je ne me voyais pas publier ce qui était au final mon premier roman, après Elvira, que j'estime être mon meilleur roman de la vie entière. Voilà, je voulais pas que les gens lisent Le Chant des Voiles en disant il est pourri, il est vachement bien écrit. Alors, rétrospectivement, tu vois, je l'ai réécouté en audio et je trouve qu'il est pas nul, il est bien, je l'aime beaucoup, il est différent, il est pas comparable. Mais voilà. Donc j'avais beaucoup de réticence, mais malgré tout, Plume Blanche l'a lu et elle m'a proposé un contrat et j'ai dit ok, bon, allez, jusqu'au moment de le signer. J'ai hésité, puis j'ai fait allez, plouf plouf, abracadabra, j'y vais, on s'en fout. J'ai signé. Et ça débloque plein de trucs parce que maintenant Plume Blanche a tous les droits sauf du coup ceux que moi j'ai gardés. Et donc y compris les droits dérivés, donc pour du poche, pour des traductions, pour d'autres choses. Et tout ça n'est plus figé. Et tout ça pourrait potentiellement arriver dans un futur plus ou moins proche. C'est chouette parce que quand on se dit que c'est parti de cette campagne où toi c'était plutôt un objectif de faire quelque chose du livre, puis finalement la campagne a fait décoller le projet. La campagne a fait décoller le projet, mais sur un tas de points. Quand la campagne Ulule s'est terminée, donc c'était fin octobre, il y a eu Montreuil un peu plus d'un mois après, auquel je suis allée dédicacer sur le stand Hachette. Et j'ai profité du lendemain pour aller faire coucou à toutes mes connaissances du milieu de l'édition, y compris les gens avec qui je bosse régulièrement. J'ai bien eu 3 ou 4 personnes qui m'ont dit surtout si tu as un texte, n'hésite pas à me l'envoyer. Ah Voilà, ok, écoute, c'est très gentil, je note, mais je sais, ils m'ont tous félicité pour la campagne Ulule, donc voilà, ils ont flairé le filon. Ils ont vu que ok, cette meuf, elle a des lecteurs, on peut faire des ventes, ça serait pas mal de l'ajouter au catalogue. Et Intéressant. ça marche comme ça aussi, hein, l'air de rien. Ouais, et puis pour le coup, alors effectivement, toi, c'est des scores assez impressionnants, mais je pense qu'à plus petite échelle, ça peut aussi fonctionner pour des auteurs avec une communauté naissante, mais qui sera méga mobilisée pour une campagne, etc. Totalement. Faut bien garder ça Totalement. en tête aussi. L'exemple le plus criant que je connaisse, en dehors de moi, c'était Yelena avec Les Fleurs d'Opale. Clairement. Voilà. Yelena, elle a fait des campagnes Ulule pour chacun de ses livres, et résultat, Hachette est venu toquer à sa porte parce qu'ils ont vu sa communauté. Voilà. Et c'est pas la seule.
Ouais, Yelena qui est intervenue dans le podcast, du coup je mettrai les Ouais. liens dans l'épisode parce qu'on parle aussi justement d'un truc dont on n'a pas trop parlé aujourd'hui, mais justement que ces campagnes, c'est aussi un moyen de lier avec sa communauté, de renforcer sa communauté, et inversement, les deux s'alimentent. On en a un petit peu parlé là, mais avec Yelena, on en a encore plus parlé. Ouais, Merci. non, les campagnes ont un truc monstrueux avec la communauté. Ça Ouais, change c'est tout. clair, c'est clair. Merci beaucoup, Tiffs, pour tes nombreux retours sur cette campagne. C'était passionnant. Tu m'as presque convaincue. Franchement, merci beaucoup. Je sais pas si tu as un petit truc qui te viendrait qu'on n'aurait pas forcément dit sur ça. On n'a pas forcément parlé forcément du côté positif énorme. On a parlé de ce que toi, ça avait été pour toi. C'est sûr que pour d'autres auteurs, ils auront un parcours différent. Je sais pas s'il y a d'autres choses qui te viendraient. Là, comme ça, non, à part, effectivement, on a beaucoup évoqué les coulisses et les obstacles, les écueils et le côté négatif. Mais là, pour l'instant, étant encore un peu fatiguée, c'est difficile d'en voir le positif, mais je sais que c'était une incroyable expérience. Et que si c'était à refaire, je le referais, dans tous les cas. Je referai pas de campagne Ulule de sitôt, voire jamais. Mais c'était absolument incroyable. On parlait de la communauté juste avant. Le lien que ça a renforcé, que ça a créé ou que ça a renforcé, je sais pas, avec ma communauté est monstrueux. C'est-à-dire que je te parlais des filles qui se sont rassemblées en conf commune pour faire des estimations. Elles ont ouvert un Discord qui s'appelle la Mafia des abdos de Zam. C'est un Discord de communauté que j'ai même pas eu à créer moi-même. Enfin, je trouve ça dingue. Et il ne serait sans doute jamais né sans l'euphorie de la campagne Ulule, parce que je suis très forte pour transmettre, que ce soit mes angoisses ou mes euphories. Hein. Donc là, j'ai euphorisé un peu tout le monde pendant la campagne. Je confirme. Ça Voilà, donne donc encore ça plus reste. envie. Ouais, en même temps, c'est le but, hein. C'est comme ça que ça marche. Trop chouette. Merci beaucoup, Tiffs. Merci à toi, c'était hyper cool. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, tu peux me laisser une note sur Apple Podcast ou Spotify, ça m'aidera énormément à faire connaître le podcast. Et si tu souhaites me poser une question sur l'écriture, me donner ton avis sur l'épisode ou juste écrire avec la communauté J'écris un roman, rejoins-nous sur j'écrisunroman.eu/hello. À la semaine prochaine!